Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Dans ce podcast, je discute avec de simples citoyens, des entrepreneurs, étudiants, artistes, penseurs, scientifiques. Ils ont un impact positif sur la société, l'environnement. Ils inspirent, ils font tout simplement. Face à l'urgence climatique, la crise démocratique, face à une société aux inégalités croissantes, 1 million de révolutions ont surgi et des dynamiques se sont mises en place. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut trouver sa place et faire bouger les lignes. Ces femmes, ces hommes, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée, quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. Ce qui fait que vous êtes vu comme un leader de votre secteur, c'est des engagements beaucoup plus radicaux à changer de modèle économique et à changer 100% de votre offre. Changer le modèle économique, ça veut dire je regarde d'où vient mon chiffre d'affaires et est-ce que mon chiffre d'affaires provient en majorité, en totalité, pour l'essentiel, etc., ou de manière complètement anecdotique, de produits qui sont alignés avec ce que je raconte et avec les principes du développement durable. Il y a plein de démarches possibles. Et la question, c'est comment je les combine pour avoir, non pas une gamme verte qui correspond quand même à l'idée qu'il y a les consommateurs verts, c'est des gens à part, des bobos qui ont les moyens de se poser ces questions et qui sont les seuls à s'intéresser à ces sujets-là. Non, le parti pris, c'est aujourd'hui, ça intéresse tout le monde, ça concerne tout le monde, même des gens qui ont moins de pouvoir d'achat, mais qui ne peuvent pas se payer ces produits-là, et c'est un sujet en soi. Donc, l'enjeu et la responsabilité à changer de camp. Avec Elisabeth Laville, pas de langue de bois. Avec cette pionnière de l'impact positif et du développement durable en France, vous comprendrez mieux les soubresauts qui traversent notre société, tiraillée entre son envie, son besoin de consommer et la réalité du dérèglement climatique. Vous évaluerez mieux comment les entreprises tentent d'y répondre. Vous saisirez tout ce qui vous échappait sur la RSE, pourquoi les entreprises, grandes et petites, sont en train de changer leur discours et parfois leur modèle, d'où cela vient-il et quelles ont été les différentes étapes traversées par certains grands leaders. Bref, une conversation punchy, à l'image de mon invité, et surtout très éclairante, réaliste, sur notre époque et ses nombreux défis. Merci infiniment de nous suivre pour cette deuxième saison d'Impact Positif. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets Impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, partagez-le et notez-le 5 étoiles s'il vous a plu. Cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 2, épisode 9, andiamo. Elisabeth Laville, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de participer à Impact Positif. On est heureux de vous recevoir, de recevoir une pionnière de l'impact positif. Vous êtes à la tête du think tank et du cabinet Utopie, un cabinet de conseil leader sur les stratégies de développement durable en France. Surtout, vous l'avez créé il y a 25 ans. Bref, quand personne ou presque ne parlait d'innovation sociale ou environnementale, quand personne ou presque ne se souciait de transformer son modèle en un modèle plus vertueux pour l'homme et la planète. Bref, vous aviez plusieurs coups d'avance. On va revenir sur tout cela, sur votre parcours. Vous avez aussi été la première entreprise classée B Corp en France, c'était en 2014. On va revenir aussi sur votre livre que vous venez de publier aux éditions Pearson, Les marques positives, avec 50 cas inspirants de marques qui changent le monde. Mais tout d'abord, est-ce que ça commence à vous agacer quand on vous dit que vous êtes une pionnière et que vous devriez, par exemple, changer le nom de votre cabinet, même si une citation à la fin de votre livre me laisse entendre que vous ne le changerez pas demain? Oui, non, mais c'est exactement, parce qu'en fait, on me le dit, mais au début, c'était un peu narquois quand les gens disaient « Ah oui, utopiste », parce qu'en fait, votre truc, c'est pas réaliste. Et puis, effectivement, depuis quelques années, on me dit « Non, mais ça y est, maintenant, c'est bon, tout le monde s'occupe du développement durable, donc c'est plus la peine de s'appeler Utopie ». Évidemment, ça n'est pas complètement le cas, parce qu'il suffit de regarder l'état du monde pour s'apercevoir que, effectivement, ce qu'on fait, et même si on fait beaucoup plus qu'avant, on en parlera, ne suffit pas à résoudre les problèmes qu'on veut résoudre. Et ce qu'on fait n'est pas forcément à la hauteur des défis. Et effectivement, il y a cette petite phrase d'Eduardo Galeano qui dit, en gros, l'utopie, elle est toujours devant moi, elle recule toujours devant moi, et en fait, elle sert à avancer. Donc finalement, c'est ça. C'est aussi pour ça, en fait, qu'on avait choisi le nom au départ, en se disant, l'objectif, c'est pas d'avoir des entreprises parfaites, mais c'est des entreprises qui tendent vers. Oui. Et enfin, au fond, ce qu'il y a d'intéressant, c'est le mouvement de tendre vers. Et on va y revenir, d'ailleurs. Il y a 25 ans, est-ce que vous vous lanciez dans l'inconnu? Qu'est-ce qui vous avait mis la puce à l'oreille, d'ailleurs? Alors, c'était il y a 27 ans, hélas, depuis qu'on dit qu'il y a 25 ans. En fait, le point initial, c'était vraiment... ça partait d'une quête personnelle, en fait. Moi, je cherchais quelque chose qui donne du sens à ma vie professionnelle. Sachant que ce qu'on m'avait enseigné à HEC, techniquement, me convenait, mais
sur la finalité. D'ailleurs, à l'époque, la question de la finalité n'était même pas abordée. En fait, on apprenait des compétences pour continuer à faire avancer les entreprises comme elles avançaient. La question du sens ou la question de à quoi ça sert, tout ça, au fond. Et donc oui, c'est amusant parce que j'ai vu une fois... Anita Roddick, que j'aimais beaucoup, la fondatrice de Body Shop que j'ai eu la chance de rencontrer, qui d'ailleurs était marraine d'Utopie à ses débuts, disait, quand on lui disait « Mais pourquoi vous avez fait cette entreprise pour changer le monde, etc. » Elle disait « Mais non, mais j'ai fait ça que pour moi. » Et un jour, j'ai lu que Mère Teresa disait la même chose quand on lui disait « Oui, mais c'est merveilleux, cette vie d'abnégation au service des autres. » Loin de moi l'idée de faire la comparaison entre Anita et moi ou Mère Teresa et moi, mais en tout cas, elle disait pareil, elle disait mais je l'ai fait que pour moi. En fait, c'est le truc qui avait du sens pour moi. Et donc, moi, c'est cette quête-là, en fait, qui m'a amenée à ces sujets-là, parce que je suis pas d'une famille ni très militante politiquement, ni très engagée associativement, enfin des types de parcours familiaux qui auraient pu mener à ça. En revanche, oui, en cherchant ce qui avait du sens, puisque à ma sortie d'HEC, il fallait bien que je trouve un boulot et quitte à y passer du temps, autant que ça ait un peu de sens. Et donc, assez vite, je suis tombée. C'était en préparation du sommet de la Terre de Rio en 92. Il commençait à y avoir, dans la presse américaine notamment, des articles sur ces entreprises qui veulent changer le monde, notamment Ben & Jerry's, etc. Et je me suis dit, là, il y a un truc, en fait, qui m'intéresse. Moi, à l'époque, j'étais rentrée au planning stratégique dans une agence de pub. Et effectivement, parce que travailler sur les stratégies, ça m'intéressait, mais si on ne savait pas à nouveau quelle était la finalité, si la finalité c'était juste de faire une campagne de pub, ça allait pas. Et donc là, soudain, j'ai vu une sorte de réponse en fait je me souviens très bien, c'était un dossier que mon prof d'anglais au boulot m'avait apporté sur un dossier d'une revue alternative qui s'appelle Hüttner Reader, qui est une sorte de Reader's Digest de la presse alternative aux États-Unis, qui s'appelait Let Them Eat Rainforest Crunch, qui était le nom d'un parfum de Ben & Jerry's, et qui parlait de ces entreprises, dont Ben & Jerry's, Body Shop, etc., qui, en amont du sommet de la Terre, avaient ou revendiquaient des pratiques plus engagées, plus responsables, avec une finalité qui n'était pas le profit, mais qui était d'utiliser l'influence des entreprises pour rendre le monde un peu meilleur. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est génial, parce que ça correspond à ce que je cherche sur, au fond, pourquoi on fait ça et comment on fait des marques plus responsables, des marques plus engagées, ce qui était un peu, mais de manière non explicite, le propos, en tout cas, du fondateur de CLM-BBDO, chez qui je travaillais à l'époque. D'accord. Parce que du coup, donc, vous avez créé votre cabinet, il a fallu tenir aussi. Comment vous avez fait pour vous développer ? Est-ce que les marques, elles sont venues facilement à vous ? Comment ça s'est passé ? Que d'ailleurs je conseillerais à toute entreprise de faire en vrai, mais on a fait ce qui était logique pour nous à l'époque. Je dis nous parce que j'ai créé Utopie avec une amie qui, elle, avait plus la casquette interne, RH, management, et qui voyait bien qu'il y avait les mêmes difficultés de son côté, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup à l'époque de projets d'entreprise, etc. Et au fond, ça bossait bien la question de la finalité, comme se pose la question de la finalité dans l'innovation, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'en a pas, dans la question de la marque, de la stratégie de marque, etc. Et donc, on a commencé par créer une association pendant 1 an et demi, qui s'appelait l'association Utopie, déjà. Et on a commencé par créer, je vous parle d'une ère pré-Internet, d'où la précision, 27 ans. On a commencé par créer une newsletter papier, en fait. Donc, on avait repéré un journaliste dans Le Point qui était basé à San Francisco, qui écrivait pas mal sur les entreprises engagées. Donc, on lui a fait un fax. C'est comme ça qu'on contactait les gens à l'époque, en lui disant, en fait, on a l'impression que de manière récurrente, que vous écrivez sur ces sujets-là. Nous, ça nous intéresse. On lance une newsletter. Et clairement, il faut qu'on aille chercher des exemples internationaux parce qu'on s'en sortira pas avec juste des exemples français européens. Donc, est-ce que vous voulez bien écrire des articles ? Donc, ils nous écrivaient des articles, ils nous les envoyaient par fax, on les retapait, etc. Et on a commencé par cette newsletter. Et c'est amusant parce que 27 ans plus tard, donc par vraiment finalement d'écrire avec des exemples très concrets, le fait que ce qu'on racontait, d'abord, ça précisait la vision de l'entreprise qu'on défendait, et puis ça montrait que c'était possible, surtout, c'est ça. Et puis c'était inspirant, parce que ces gens-là arrivaient à faire des entreprises qui gagnaient de l'argent et qui avaient du sens. C'est au fond ce que cherchaient les entreprises à l'époque avec ces questions de projet d'entreprise. Donc on a commencé par diffuser cette newsletter un peu gratuitement, un peu payante, enfin bon. Et puis au bout d'1 an, on a commencé assez vite, en fait, on a commencé à avoir des entreprises, le label Max Havelaar qui se lançait en France à l'époque, le patron de Nature et Découverte, les gens de Carrefour qui lançaient le bio, qui sont venus nous voir en disant « ce que vous racontez, ça nous intéresse et nous, on a envie de travailler avec des gens qui ont cette vision-là, donc essayons de travailler ensemble. » Voilà. Et donc, on a commencé à bosser un peu. Et puis, au bout de
un an et demi, on a converti l'association en SARL aussi parce que c'était compliqué, puisque ce dont on parlait, c'était du fait qu'on pouvait ne pas renoncer à être une entreprise à but lucratif et au service de l'intérêt général. C'était presque un non-sens, nous, d'être en association. Et aujourd'hui, dans les activités d'Utopie, 27 ans après, cette origine-là, militante et un peu de diffusion d'informations, elle est toujours présente dans ce qu'on appelle, nous, l'activité de think tank maintenant, qui est pas mal de recherches, beaucoup de publications qui sont toutes gratuites, accessibles en ligne sur notre site, et qui représentent à peu près 1/5 du temps de l'équipe qu'on investit dans ces activités qui sont vraiment, pour le coup, non lucratives, voire des gouffres financiers. Oui, mais qui vous nourrissent complètement dans votre discours. Alors, ça nourrit l'âme, ça c'est sûr que c'est clair. Et après, ça nourrit aussi en idées. En fait, c'est assez simple aussi, même de manière très pragmatique, je dirais. On est tout petit, enfin on est 50 consultants, on est un cabinet indépendant. Mes concurrents aujourd'hui sont des très gros qui font pas que du développement durable, mais qui intègrent ça ou l'impact, ou je sais pas comment ils appellent ça, mais enfin qui intègrent ça dans leur travail. Et donc j'ai toujours coutume de dire que les très gros cabinets, c'est parce qu'ils ont une part de marché, ils sont gros, qu'ils ont une part d'influence, c'est-à-dire on les écoute parce qu'ils sont gros. En se disant, s'ils sont gros, c'est qu'ils ont un truc à dire. Bon. Nous, on est presque obligés de faire l'inverse. Quand vous êtes petit, il faut d'abord avoir une part d'influence, et c'est votre part d'influence qui détermine votre part de marché. C'est-à-dire, c'est parce qu'on raconte des choses, j'espère, un peu intelligentes parfois, que les gens viennent nous voir. Donc la partie think tank, elle est déterminante pour ce que les marques appelleraient maintenant du brand content, etc. C'est les consumer magazines qui ne parlent pas de produits. C'est bien ça l'idée. C'est quelle vision du monde je défends au fond. Oui, et puis vous êtes très présente aussi sur les réseaux sociaux, dans les conférences, vous écrivez, etc. Parce que ça fait partie... On dit dans notre manifeste qu'on existe pour faire avancer les consciences, faire avancer les pratiques des entreprises et faire avancer le mouvement des entreprises à impact positif. Et c'est vraiment dans cet ordre-là. C'est-à-dire, je pense que le développement durable dans les entreprises et d'ailleurs dans nos vies, c'est d'abord un changement culturel. Et donc, il faut d'abord agir sur la conscience des enjeux, la conscience du fait que c'est possible de faire autrement, etc., avant de faire changer les pratiques et avec l'idée, au total, de faire changer les entreprises. Alors aujourd'hui, vous ne criez pas victoire pour autant. Il n'y a pas d'entreprise idéale ou parfaite, on va y revenir. Mais tout de même, quand on entend certains discours de grandes entreprises, la loi Pacte aussi qui est arrivée, les choses, elles ont complètement changé. Le monde a changé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Oui, bien sûr. Moi, j'essaie par tempérament d'être plutôt optimiste. Mais c'est vrai que sur ces sujets-là, on voit très bien d'ailleurs que les gens aussi en permanence entre une espèce d'optimisme un peu béat ou naïf et un pessimisme réaliste. Parce qu'en fait, effectivement, si on regarde les chiffres sur l'évolution de la biodiversité, du climat, est-ce qu'on arrive à inverser la tendance, etc., c'est pas top, quand même. Mais oui, je suis plutôt optimiste parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses quand même qui ont changé et qu'un changement culturel, c'est long. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le changement culturel, il se produit de plus en plus vite. Je pense regarder la fulgurance, c'est le cas de le dire, la vitesse supersonique avec laquelle est arrivé le sujet de la honte de prendre l'avion, qui a émergé en quasiment 1 an et demi, 2 ans. Et je pense qu'effectivement, il y a 30 ans, il fallait peut-être 10 ans, 15 ans, une génération pour qu'un mouvement comme ça se produise. Et avec l'accélération de tout ce qui nous entoure, nous compris, la bonne nouvelle, c'est que ça s'accélère. Alors peut-être les catastrophes s'accélèrent aussi, voir la façon dont les virus se répandent, etc. Mais en tout cas, les points de bascule positifs se produisent aussi plus rapidement. Donc oui, évidemment, quand on regarde ces sujets, on peut se dire « Ah là là, il reste encore tellement à faire ». Et on ne résout pas les problèmes, etc., le climat et autres. Mais en même temps, il y a déjà beaucoup de choses qui ont... Enfin, franchement, quand j'ai commencé, on a appelé aussi ça Utopie parce que les gens ne voyaient même pas de quoi on parlait. Oui, c'est ça. Vous étiez un peu des ovnis quand même. Aujourd'hui, plus personne, même aucun dirigeant d'entreprise ou politique sérieux peut ne pas dire « Ah non, ce sujet-là est très important et d'ailleurs, il est au cœur de notre programme, que ce soit vrai ou pas. » Oui. Et justement, est-ce qu'on peut encore faire du greenwashing aujourd'hui ? D'une certaine façon, alors la réponse est forcément oui. Dans le temps, je pense que ça tient jamais, aujourd'hui comme hier. Et d'une certaine façon, le greenwashing, il a un intérêt. C'est comme c'est un changement culturel avant tout, parce que c'est un changement de norme sociale. Il faut, d'une certaine façon, que nous ayons une pression de la norme sociale et du groupe pour faire société, qui nous disent en tant que consommateur, tu peux plus te balader avec ta bouteille en plastique. En tant que chef d'entreprise, tu peux pas ne pas réfléchir au sens de tes activités, à leur raison d'être, etc. Donc
en tant que politique ou élu, tu peux pas ne pas vouloir mettre de biodiversité dans ta ville, ne pas vouloir en sortir les voitures le plus possible, etc. Donc il faut qu'il y ait aussi cette norme sociale. Et donc la mise en mots et en récit, aujourd'hui le gros sujet des ONG, c'est cette histoire d'imaginaire collectif, les nouveaux imaginaires collectifs, exactement. Donc la mise en mots, en récit et en quelque chose qui fait du sens en fait, et qui va rendre, parce qu'on sait que vivre autrement, diriger une entreprise autrement, ça va être difficile. Et donc c'est difficile, mais il faut que les gens en aient envie. Et donc il faut rendre ce futur durable désirable. Et ça, c'est la puissance du récit. Alors, on va en venir à votre livre à présent, préfacé par Yvon Chouinard de Patagonia. C'est une marque qui semble toute particulière à vos yeux, qui s'est lancée en 72 avec déjà l'ambition de faire passer sa mission sociale et environnementale avant sa rentabilité. Yvon Chouinard, aussi, c'est un grand pionnier à vos yeux? C'est un grand pionnier. Et alors, là où il est admirable aussi, parce qu'il est physiquement très résistant, encore en forme, là où hélas, Anita Roddick n'est plus là, le fondateur d'Interface non plus. Mais Yvon, il a la particularité, peut-être parce que c'est un alpiniste, ça donne une forme d'endurance. Certainement. Ouais, je pense quand même. Et un surfeur aussi. Mais, enfin, bon, bref, il est très dans les sports d'action, et je pense que du coup, ça lui donne une forme d'endurance et de résistance à, j'allais dire, aux intempéries qu'il peut trouver sur sa route. Mais ce que Patagonia réussit de manière admirable depuis bientôt 2022, ça fera 50 ans, c'est dingue. Ouais, comment dire, à ouvrir des voies. Nous, on utilise beaucoup ce terme pour utopie, mais je trouve évidemment, comme c'est une métaphore de montagne, ça s'applique très bien à eux, ouvrir des voies pour l'ensemble de l'industrie textile et au-delà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet sur lequel travaillent aujourd'hui ou doivent travailler les géants du textile via le Fashion Pact et tout ça, qui n'ait pas été défriché il y a 10, 15, 20 ans ou plus par Patagonia. Et de la même façon, d'ailleurs, je me faisais la réflexion l'autre jour en parlant de Body Shop à quelqu'un qui m'interviewait sur le sujet. Alors Body Shop, après le passage chez L'Oréal, maintenant Natura, c'est plus complètement ce que ça a été à l'époque où Anita Roddick était là pour animer la chose. Mais néanmoins, quand vous regardez, nous on travaille pas mal dans l'industrie cosmétique, tous les sujets sur lesquels doivent travailler les marques aujourd'hui, le vrac, tous les sujets, l'estime de soi chez les femmes, etc., c'est des sujets qui ont été défrichés par Body Shop. Et elle l'a fait il y a 30 ans avec zéro repère pour le faire, zéro pression pour le faire, juste sa vision comme guide. Donc effectivement, ces marques-là sont un peu des phares dans la nuit, si je puis dire. Et ceux qui arrivent, comme Patagonia, à l'être en continu, avec quasiment zéro faille, c'est vraiment hyper admirable. Alors Patagonia qui a fait le pari de la décroissance, du minimalisme, en appelant ses clients à consommer moins, à réparer, à recycler, même à revendre, ça paraît fou d'un point de vue commercial. Et pourtant, le pari, il a été gagnant. Ben oui, ça paraît fou d'un point de vue commercial. Et je me souviens quand Yvon a lancé en 2011 cette campagne dans le New York Times au moment de la Fashion Week, qui montrait une veste Patagonia avec les titres énormes qui disaient « Don't buy this jacket », n'achetez pas cette veste, et un texte qui décrivait en gros l'ensemble des impacts environnementaux d'une veste Patagonia, qui est déjà en bouteille plastique recyclée, etc., et qui disait en gros, même d'une marque responsable et même de nous, tout produit de consommation a un impact environnemental, et donc l'acte le plus responsable que vous puissiez faire, en fait, c'est pas l'acheter si vous n'en avez pas besoin. Et ce truc-là, évidemment, au moment de la Fashion Week, où tout le monde célèbre non pas la fast fashion qui est le modèle dominant de cette industrie, mais quand même un peu cette incitation à acheter des trucs juste parce que c'est nouveau, c'est trendy, et que cette saison, la couleur, c'est ceci ou cela. Évidemment, ça a fait un peu effet d'un pavé dans la mare. Et je me souviens que sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de réflexion disant il fait le malin, mais en fait il est fou parce que de toute façon la fast fashion il en vit aussi, et donc si les gens effectivement arrêtent d'acheter Patagonia, ça résoudra pas le problème planétaire, et en plus ça va pas arranger sa situation à lui. Et en fait ce qui s'est produit de manière très curieuse, c'est que ça a tellement le fait de dire non, et souvent il y a plus de force finalement. Moi, je dis souvent ça à mes clients, dans le fait de renoncer à des choses et de dire non à quelque chose, que dans des engagements entre guillemets positifs. Il faut les deux, mais il y a une espèce de force dans le fait de dire non. Regardez l'enseigne REI aux États-Unis qui a été la première à dire non au Black Friday. Oui, même chose. Ils en ont. Finalement, cette année-là, leur chiffre d'affaires a augmenté énormément. C'est pas contradictoire finalement. Et Patagonia, pareil. Ils ont augmenté les ventes de 40% dans les 2 ans qui ont suivi. Non, parce que c'est juste une part de marché gagnée par l'honnêteté et l'intelligence sur ceux qui font l'autruche. Oui, mais la consommation se déporte vers ceux qui font passer un message intelligent. Donc il y a fort à parier. D'abord, ça veut dire qu'ils ont gagné des clients. Je veux dire qu'ils ont gagné beaucoup de clients.
clients. Évidemment que cette campagne qu'ils font depuis 2011 sur Repair is a Radical Act, la réparation est un acte radical, ils ont transformé une partie de leur boutique pour en faire avoir des sites de réparation, des produits. Ils mettent il y a une centaine de fiches pour savoir comment réparer soi-même ses produits Patagonia selon les trucs qui arrivent le plus fréquemment sur une plateforme qui s'appelle iFixit, où les gens vont en général chercher comment réparer eux-mêmes leurs produits. Voilà, donc non, c'est pas... je veux dire, du point de vue de Patagonia, c'est intelligent. D'abord parce que le message, il est passé à l'ensemble de l'industrie et qu'en fait, ils entraînent l'ensemble de l'industrie derrière eux et l'ensemble des consommateurs qui disent... Parce que ça a marché, mais si ça avait été un flop, il n'y a personne qui l'aurait suivi. Évidemment. Alors ça, c'est ce que je disais hier à un de mes clients, c'est qu'en fait, on a, nous... sur ces sujets-là, la contrainte de faire que ça marche. Parce que si vous vous plantez, je peux vous dire que moi, j'en vois plein dans les réunions ou les conférences, les gens sont hyper rapides à vous dire... Ah non, mais vous voyez bien, ça marche pas. Regardez, Marks & Spencer qui est engagé depuis 2010 dans une démarche où ils essaient de devenir, ils disent, le distributeur le plus durable au monde, donc avec beaucoup d'engagement sur la neutralité carbone qu'ils ont été les premiers à atteindre, etc. Là, l'an dernier, ils ont fait des résultats pas top du tout. Moi, je peux vous dire, dans les réunions, les gens me disent « Ah ben, vous voyez bien, ça marche pas ». En fait, ça rassure tout le monde que ça se plante, parce que si ça marche... Il n'y a pas d'autre choix que d'y aller. Il n'y a pas d'autre choix que d'y aller. Vous pouvez même pas dire oui, mais c'est pas évident. Par ailleurs, sur cet argument quand même, et pour le dégommer, j'allais dire une fois pour toutes, il y a plein de boîtes qui font faillite tous les jours, qui font rien en développement durable, et personne n'en déduit que c'est parce qu'elles n'ont rien fait en développement durable qu'elles font faillite. Donc les entreprises engagées n'ont pas le monopole des difficultés financières, n'ont pas le monopole de la faillite, etc. Et donc on voit bien que c'est juste, on essaie d'utiliser, mais ce qui est vrai, c'est que la moindre faiblesse de ces arguments-là, de ces entreprises-là, est utilisée comme argument pour dire, voyez bien que le modèle tient pas, d'une certaine façon, ça rassure tout le monde. Donc du coup, ça peut aspirer évidemment d'autres marques, notamment celle de la fast fashion, vous l'avez dit, il y a beaucoup de débats autour de la place de la mode dans la détérioration de la planète. On sait que c'est un modèle qui n'est pas soutenable. Est-ce qu'il y a aussi d'autres industries qui sont concernées, évidemment. Est-ce qu'on peut aller vers un modèle plus sobre ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est entendable ? Alors, l'impact de la mode, il est intéressant à deux égards. Il est intéressant quantitativement, parce qu'effectivement, comme c'est devenu une industrie avec une obsolescence hyper rapide, des systèmes un peu débiles, où comme on achète plus de fringues que ceux dont on a besoin, on ne va pas les payer très cher, parce qu'on n'est même pas sûr de les porter. Donc, il faut les acheter pas cher pour que les gens puissent en acheter beaucoup plus dans l'année, 2 fois plus que ce qu'ils achetaient il y a 20 ans. Du coup, il faut qu'ils soient moins chers. Et du coup, il y a un système social et environnemental complètement délétère derrière, en gros. Mais ce système de fast fashion, il est assez récent. Mais donc, il y a l'aspect quantitatif de l'industrie de la mode. Est-ce que c'est la deuxième industrie la plus polluante, la troisième, etc. On voit les chiffres passer. Et pour moi, l'autre chose hyper intéressante, c'est qu'en fait, la mode, c'est le secteur qui dit ça, c'est cool et ça l'est pas. Ça, aujourd'hui, c'est trendy et ça l'est pas. Et là, elle a un rôle majeur à jouer. Parce que pour l'instant, le message qu'elle envoie, c'est ce qui est trendy, c'est de changer de fringue tout le temps, de s'acheter des baskets quand on n'en a pas besoin, d'en avoir plein ses placards et de pas savoir qu'en faire, etc. Et donc, cette industrie-là, elle a un double rôle. Et les marques de luxe, notamment, qui sont encore plus sur ce truc-là. Non seulement elles disent ce qui est trendy, mais qu'est-ce que c'est la distinction sociale aujourd'hui ? Est-ce que c'est avoir une Rolex à 50 ans ? Est-ce que c'est... Enfin, il y a plein d'autres alternatives. Et ces marques-là ont un rôle culturel. Quand je disais il y a une transition culturelle à faire, ces marques-là ont un rôle dans cette transition culturelle. On peut déplorer que les marques formatent nos comportements, nos attitudes, nos visions du monde et nos modes de vie, mais c'est un fait. Et donc, ça leur donne une responsabilité particulière. Alors, justement, vous disiez aussi dans votre livre qu'il faut en finir avec les gammes vertes. C'est vrai qu'on voit pas mal de grandes marques développer en parallèle des marques vertes. C'est bien à vos yeux ? En fait, oui, c'est mieux que rien. Non, mais c'était mieux que rien il y a 15 ans. En fait, c'était mieux que rien il y a 15 ans. Le truc, c'est qu'entre-temps, la maturité... d'abord, l'urgence des problèmes s'était quand même accrue. La maturité des consommateurs aussi. La maturité des réflexion autour de ces sujets aussi. Et c'est vrai que ce qui pouvait sembler suffisant il y a 15 ans, c'est-à-dire je fais un projet un peu pilote, un peu expérimentation, une gamme verte pour voir si ça marche, pour essayer d'expérimenter moi-même des nouvelles façons de produire, des nouvelles façons de vendre, un nouveau discours, etc. Une nouvelle répartition de la valeur quand même, parce que souvent ça affecte considérablement où va l'argent que paye le consommateur, comment il est réparti entre les différents intervenants de la chaîne.
Bon, mais ça suffisait il y a 15 ans d'avoir une petite gamme verte dans un océan de trucs qui ne l'étaient pas. Et puis les entreprises ou les marques pouvaient utiliser ça pour dire « Ah bah regardez, nous on l'a lancé, mais ça ne marche pas, on y est pour rien. Aujourd'hui, le sujet, c'est plus ça. Ce qui fait que vous êtes vu comme un leader de votre secteur, c'est des engagements beaucoup plus radicaux à changer de modèle économique et à changer 100% de votre offre. Changer le modèle économique, ça veut dire je regarde d'où vient mon chiffre d'affaires et est-ce que mon chiffre d'affaires provient en majorité, en totalité, pour l'essentiel, etc., ou de manière complètement anecdotique, de produits qui sont alignés avec ce que je raconte et avec les principes du développement durable. Il y a plein d'outils pour faire ça, les labels, produits, etc. Vous pouvez combiner des labels, avoir une partie de votre gamme qui est bio, une partie qui est équitable, une partie qui est, j'en sais rien, bleu, blanc, cœur, si vous êtes dans l'alimentation. Bon, bref, il y a plein de démarches possibles. Et la question, c'est comment je les combine pour avoir, non pas une gamme verte qui correspond quand même à l'idée qu'il y a les consommateurs verts, c'est des gens à part, des bobos qui ont les moyens de se poser ces questions et qui sont les seuls à s'intéresser à ces sujets-là. Non, le parti pris, c'est aujourd'hui, ça intéresse tout le monde, ça concerne tout le monde, même des gens qui ont moins de pouvoir d'achat mais qui ne peuvent pas se payer ces produits-là, et c'est un sujet en soi. Donc l'enjeu et la responsabilité a changé de camp, c'est-à-dire qu'avec les gammes vertes, vous dites « Ah ben j'ai une gamme verte qui en général est plus chère parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle, et donc on va voir si les consommateurs sont prêts à payer ce prix-là ». Et là, souvent, les marques concluent que d'ailleurs non, et que donc, à nouveau, on en conclut qu'on fait bien de ne pas changer le modèle et qu'on a essayé, mais qu'on ne peut pas. Alors que quand des marques, et il y en a plein, Marks & Spencer l'a fait, Starbucks, ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites, mais en tout cas, ça indique Philips, ça indique un mouvement, s'engage proactivement à dire c'est pas la responsabilité du consommateur de choisir ce produit-là, de payer plus cher, etc. C'est ma responsabilité de marque sur 10 ans, d'orchestrer la transition écologique de mon offre. C'est-à-dire, je passe j'ai pas grand-chose comme offre écologique, 1, 2, 3, 10%, j'en sais rien, à 100%, ce qu'a décidé Marks & Spencer en 2010. Ils disent, je vais être à 100% en 2020 de produits qui portent une garantie sociale ou environnementale, et ça sera 50% en 2015 pour être sûr qu'on est dans la place. 10 ans, c'est long, c'est pas non plus complètement délirant, on n'a pas un dirigeant qui s'engage sur un truc qu'il ne verra pas lui-même. Mais voilà. Et en tout cas, la radicalité, ce qui est important, c'est la radicalité de cet objectif-là est à la hauteur des enjeux, alors que j'ai envie de dire tout objectif qui serait moins radical et plus incrémental, c'est-à-dire on va progresser, on va faire de notre mieux chaque année pour essayer de progresser un peu mieux. Si vous partez de 1% et que vous faites plus 1% par an, ça ne va pas résoudre le problème. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est la prise de conscience citoyenne. Vous avez repris la thèse du tipping point, et d'ailleurs, vous y avez fait allusion il y a quelques instants, qui dit que le seuil de 10% d'une population adoptant de nouvelles pratiques peut changer la norme sociale et entraîner dans son sillage la majorité silencieuse. Donc, ce point de bascule, on y est aujourd'hui ? Mais je pense qu'on s'en approche, et je pense aussi, ce que je disais tout à l'heure, qu'on s'en approche de plus en plus vite sur les différents sujets. Les exemples que j'aime bien développer là-dessus, qui me paraissent assez révélateurs, c'est typiquement cette histoire de honte de prendre l'avion. C'est-à-dire que ça commence avec Greta Thunberg, qui commence sa grève pour le climat début 2018, qui est quand même un peu suivie sur les réseaux sociaux, puis de plus en plus, je sais pas combien là, 6 millions, 9 millions de followers sur Instagram, bon bref, et qui dit... Par cohérence avec mon message sur « bougez-vous pour le climat parce que vous faites rien ou pas assez », eh bien, je vais aller au forum de Davos en train, genre il met 35 heures, je crois. Puis alors, comme du coup, elle a le temps de faire des posts Instagram pendant ce temps-là. Et puis, je vais aller à New York en bateau, je vais mettre 14 jours. Bon, et alors, évidemment, ça génère beaucoup d'ironie un peu acerbe chez les gens qui voient arriver le truc, parce que je pense qu'ils voient arriver le truc. J'en parlerai tout à l'heure, parce qu'avec le point de bascule, arrivent aussi des points de blocage plus radicaux. Regardez l'hostilité à laquelle elle, d'ailleurs, elle fait face. Alors, quand c'est des femmes, encore plus, j'ai envie de dire, mais Anne Hidalgo, sur les voitures, etc. On rentre dans des trucs complètement délirants. On voit bien qu'ils deviennent ultra perso, en plus. Il y a des crispations, quoi, voilà. Mais c'est peut-être bon signe, en fait. C'est bon signe. Ça veut dire que les arguments sont pris au sérieux et qu'on commence à essayer de les faire taire. Et donc, Greta Thunberg fait ça. Et puis, moi, je me souviens, à l'époque, on travaillait avec une entreprise de l'aviation et j'avais dit au directeur général, vous pensez pas quand même qu'il faut intégrer cette honte de prendre l'avion, commencer à en parler un peu, dans les enjeux stratégiques pour le groupe. Il me dit non, c'est même pas un signal faible. J'ai parlé à 2 ou 3 personnalités du secteur de l'aviation. Même réponse toutes, des ministres, des ex-ministres, etc. Non, c'est pas un signal faible, c'est non signifiant. Et puis, on voit qu'au premier semestre, donc même pas encore un an après, premier semestre 2019, le nombre de passagers sur les lignes intérieures en Suède commence à baisser. Oui. Bon. Mais là, c'est en Suède, c'est particulier. Bon. Et puis, les chiffres tombent à peu près en juin. Et là, on apprend qu'en fait, l'augmentation prévue du trafic aérien en Europe sur le premier semestre
en fait, n'a pas été atteinte et que l'industrie doit revoir à la baisse ses prévisions d'augmentation. Donc, ce n'est pas encore complètement catastrophique, ce n'est pas encore des baisses, mais enfin, quand même. Et puis, en début d'été, KLM, gros transporteur quand même de touristes et de voyageurs d'affaires, fait une pub qui dit « Fly responsibly », voyager de manière responsable, et qui dit « Nous, on va faire ce qu'on peut pour rendre le transport aérien techniquement plus propre, mais on a besoin de vous, les passagers. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez besoin de prendre l'avion pour faire cette réunion ?» Et on voit des gens qui font genre, en gros une visio. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre le train à la place ? Et évidemment, dans tous les cas, compenser vos émissions de CO2. Et là, on se dit, quand un opérateur, de quel que soit le marché, commence à dire, un peu en mode Patagonia, n'achetez pas cette veste, au fond, prenez le train, il se passe quelque chose. Bon. Et puis là-dessus, on arrive en octobre. Dans cet été-là, on a commencé à voir la différence parce que, moi, je trouve Là, vous voyez que la norme sociale change, c'est-à-dire que les gens continuent à faire ce qu'ils faisaient avant, mais ils sont un peu moins à l'aise pour le raconter. Donc, je me souviens, après l'été 2019, les gens rentraient de vacances en disant « Non, mais moi, cette année, je suis allée loin. Mais bon, c'est la dernière année qu'on prend l'avion, etc. » Et donc, en octobre, Air France commence à dire « Non, mais Anne Rigail annonce qu'à partir de janvier, tous les vols intérieurs sur Air France seront neutres en carbone. » Donc, parce qu'on sait bien que c'est évidemment sur les lignes intérieures où vous avez le choix entre ça et le train, pour le dire clairement, que ça pose problème de prendre l'avion. Et puis, dans la foulée, EasyJet, qui cherche évidemment à préserver son modèle aérien low cost, dit moi, tous mes vols sont neutres en carbone à partir de maintenant. Et les études de la fin d'année, il y a une étude UBS qui dit, je crois, dans les pays occidentaux, 40% des gens disent qu'ils hésitent aujourd'hui à prendre l'avion et qu'ils vont diminuer leur utilisation de l'avion dans les mois et les années qui viennent. Et donc là, l'industrie, maintenant, c'est même plus un signal faible. Donc il y a ça, il y a l'émergence des produits végétariens. On nous disait en France, non mais les Français sont pas végétariens, c'est des gros carnivores, ça bougera pas chez nous. Et ben 2 ans après, Nestlé vend Erta en disant je vends tout ce qui est protéines animales parce que ce marché j'y crois plus. En revanche, je garde les protéines végétales parce que c'est l'avenir. Bon, ça bouge très très vite. Vous disiez que les attaques personnelles sur Greta Thunberg, pour vous c'est un signe positif ? C'est le signe. Alors, il y a une petite phrase qui est faussement attribuée à Gandhi, je crois, qui en fait vient d'un syndicaliste américain, mais au fond, peu importe, qui dit d'abord, personne vous écoute, puis on vous attaque, en gros, et puis un jour, vous réussissez, en fait. D'accord. Je crois qu'il y a une étape, il me manque une étape, mais enfin, en gros, et c'est vraiment ça. C'est d'abord vous prêchez dans le vide, personne s'intéresse à vous, puis on commence à vous écouter. Puis, vous êtes attaqué et critiqué, même violemment. Je crois que même dans la phrase, il dit « puis on vous injurie quand même ». On vous critique et on vous injurie. Enfin, ça devient perso. Donc là, on est à ce stade. Puis, vous réussissez. Alors, je ne sais pas combien de temps il faut pour passer d'une étape à l'autre. Mais je pense que oui, c'est une étape dans la façon dont une minorité active peut changer la norme sociale et in fine entraîner la majorité. Il y a un moment où, quand le discours commence à être approprié par plus de gens et que, en fait, ça commence à basculer... effectivement, je pense que c'est le moment où ça se crispe en face et où ceux qui n'ont pas intérêt, qui veulent préserver le statu quo pour plein de raisons, commencent à se crisper et là vont attaquer. Enfin, c'est le truc que d'ailleurs, je trouve, Greta Thunberg, eu égard à son jeune âge, traite avec beaucoup d'humour. C'est quand on n'aime pas le message, on attaque le messager, quoi. Alors, sur l'information, le récit collectif, vous y avez fait allusion aussi plusieurs fois. Les médias aussi ont un rôle à jouer, et vous en citez quelques-uns dans votre livre, pas beaucoup. Il y a des mouvements qui sont nés aux États-Unis qui pourraient les inspirer de ce côté-ci de l'Atlantique. Il y a certains groupes aussi de presse qui ont affiché récemment leur raison d'être. Oui, mais je pense que les médias... Alors, c'est intéressant, quand on réfléchit à cette histoire de qui peut jouer un rôle dans l'accélération du point de bascule, en fait. Quels sont les acteurs qui, par nature, peuvent jouer un rôle plus grand ? Alors, il y a évidemment les communautés engagées, donc les consommateurs engagés, alter-consommateurs, créatifs culturels, enfin bon, on les appelle de plein de façons différentes. Donc, eux, ils contribuent à répandre la chose. Mais il y a aussi les acteurs dont, effectivement, quasiment le changement de récit est le métier. Et en fait, les acteurs dont le changement de récit est le métier, il y a une partie d'artistes qu'on sollicite assez peu sur le développement durable. Et d'ailleurs, la transition culturelle fait pas partie de l'agenda 21, qui est le programme commun pour le 21e siècle, qui dit voilà comment on va arriver à du développement durable, alors que c'est un changement culturel. Donc. Mais les artistes, par exemple, ont été historiquement très peu sollicités et assez peu mobilisés spontanément. C'est en train de changer. Les auteurs de science-fiction, etc. Pourquoi ? Parce que eux, leur boulot, c'est précisément de nous montrer une image d'un monde
où les tensions, les contradictions seraient résolues. En tout cas, montrer que c'est possible. Il y a d'autres futurs possibles. C'est bien ça, la science-fiction. Il y a d'autres futurs possibles. Donc c'est une communauté. Les marques, j'en ai parlé parce qu'elles ont une énorme influence sur nos perceptions, notre vision du monde et nos modes de vie, ce qui est cool ou ce qui l'est pas, ce qui est désirable ou ce qui l'est pas, justement. Et puis, effectivement, les médias. Parce que, au fond, le boulot des médias, des journalistes, c'est de mettre en récit ce qu'on vit, vers où ça va, nous donner, s'il y a des problèmes, de nous dire, voilà, il y a des solutions, tiens, regarde, il y a cette solution-là qui a été mise en œuvre là-bas, et telle autre là-bas, plutôt que de nous désespérer en disant, non, mais en fait, on est assailli de problèmes et on ne saura pas les résoudre. Donc oui, les médias ont absolument un rôle déterminant. Nous, on a accompagné un peu La Voix du Nord dans le travail sur sa raison d'être. Et alors là, hyper intéressant sur la presse régionale, c'est vraiment comment on devient un média de territoire dont finalement le boulot fait émerger des choses positives sur le territoire, économiquement, en termes de fierté. Ça ne veut pas dire que c'est pas un territoire avec des problèmes. Elle est un peu aux avant-postes aussi. Oui, elle est aux avant-postes, en tout cas, pour dire, oui, on est un territoire avec des problèmes, mais on a la capacité à les résoudre. Regardez les initiatives associatives à tel endroit, à tel endroit. Et puis après, vous avez d'autres médias. On parlait de Bicorp tout à l'heure. Guardian est devenue la première grosse entreprise de médias dans le monde à être certifiée Bicorp. Et on a vu d'ailleurs leur engagement sur la crise climatique en disant, non, mais il faut qu'on fasse attention d'abord, qu'on fasse attention aux mots qu'on utilise, qu'on appelle ça crise climatique et pas changement climatique. Donc il y a eu tout un rewording en disant, au fond, la façon dont on raconte cette histoire-là, elle influence la perception des gens. Et peut-être qu'on peut plus radicalement fermer la porte au climato-scepticisme. Et puis, effectivement, dans la foulée, ils ont pris des décisions sur le type de pub qu'ils acceptent ou pas, en provenance notamment d'acteurs de l'industrie fossile, du transport aérien, etc. En France, on n'a pas encore véritablement l'équivalent du Guardian, de grands groupes comme ça qui s'engagent. Alors, il y a des signaux faibles. Il faut encore que ça bascule. Il y a des signaux faibles quand même. Je sais que le groupe Les Échos revendique beaucoup, est en train de réfléchir. Je crois qu'ils ont fait un travail sur leur raison d'être, mais réfléchir à leur rôle, mais clairement sur... Alors, je crois, pour l'instant, de ce que j'ai vu de leur raison d'être, ça part pas trop là-dessus, mais pour moi, il y a un rôle dans comment je fais basculer le monde économique dans un autre récit. Cet autre récit, on en voit la trace un peu dans parfois une une de Fortune qui dit profit and purpose, je sais pas quoi, c'est compatible. Bon, bref, mais il faut encore le nourrir, l'accompagner, etc. Donc, je sais que eux, ils ont réfléchi, que je crois que le groupe Bayard aussi, mais qui a aussi, alors pour le coup, dans ses valeurs catholiques, engagées sur l'enfance, etc. Aussi des choses qui sont déjà peut-être plus formalisées que la moyenne des entreprises de presse. Mais après, c'est un secteur qui va pas bien, mais c'est un bon moment pour se poser ces questions-là, en fait. Parce que la question, c'est est-ce qu'on peut trouver une autre voie que juste dire ça va pas et c'est le digital, donc vite il faut qu'on soit super bon sur le digital. Si on se dit le rôle typiquement d'un média régional, c'est d'être au service de dynamiser économiquement son territoire, il y a plein d'autres choses à faire. Par exemple, La Voix du Nord, ils ont lancé une campagne pour reboiser le Nord, qui est une des régions les moins boisées en France. Ils ont lancé une campagne pour débarrasser, entre guillemets, les Hauts-de-France de la question des problèmes de harcèlement scolaire, ce qui est un énorme truc. S'ils y arrivent, c'est génial. En essayant vraiment de mobiliser tout le monde, d'informer. Voilà. Et puis, ils ont lancé aussi le premier salon du Made in Hauts-de-France. Donc, où là, on sort carrément du boulot que ferait un média, en fait. C'est quasiment un boulot de développeur économique local. Des médias contributifs, on va dire. Développeur économique local. Mais ça crée d'autres sources de revenus qui ne sont pas que est-ce que je fais payer les articles ou pas sur mon site web. Alors, votre livre, c'est aussi un guide, finalement. On le disait, il y a 50 cas inspirants de marques engagées. On apprend aussi beaucoup de leurs imperfections, mais aussi, il y a aussi beaucoup d'outils mis à disposition pour s'auto-évaluer, pour devenir une marque positive. Où on y découvrira notamment les 9 P de la marque positive. Vous restituez en quelque sorte votre expérience de ces années ? Oui, l'idée, c'est de se dire... alors, il y a toute une première partie qu'on avait travaillée avec l'éditeur autour de l'idée que on va montrer les contributions des marques sur des sujets précis, en fait. Plutôt que de prendre juste une histoire d'une entreprise qui fait plein de choses, on va inverser un peu le truc et on va prendre du point de vue de la société et de l'utilité sociétale. Si on prend le sujet des droits des animaux, du bien-être animal, le sujet de l'inclusion ou de la lutte contre l'exclusion, le sujet des droits des femmes, etc. Et essayons de regarder quelles sont les marques qui se sont emparées de ce sujet-là et qui ont essayé, avec plus ou moins de succès, de mobiliser leur influence
leur marketing, leurs moyens. Une marque, c'est un média, ça fait passer des messages, les produits, leur communauté, pour essayer de changer ce problème-là. Et est-ce qu'elles ont réussi, est-ce qu'elles n'ont pas réussi? Voilà, donc ça, c'est la première partie. Et puis, effectivement, à chaque fois, sur chaque sujet, j'ai remis un espèce de petit quiz à la fin qui est assez proche de ce qu'on a dans le questionnaire Bicorp, par exemple, mais qui permet d'évaluer d'évaluer ses pratiques sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être une entreprise qui intègre ça? Et typiquement, sur les droits des femmes ou des minorités, vous pouvez le faire dans vos gestions RH, évidemment, mais aussi dans le type de produit que vous faites, comment vous les vendez, les stéréotypes que vous mettez dans vos pubs, etc. Enfin, il y a plein de choses, en fait, auxquelles faire attention. Donc les petits quiz, ils ont pour but de faire un mini autodiagnostic à la fin de chaque sujet, une fois qu'on a vu que c'était possible pour des marques de s'engager, de se dire, et nous, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Et puis la deuxième partie, c'est effectivement plus des outils qu'on a développés chez Utopie au fil du temps, dont je me dis que c'est bien de les partager. Après, les outils sont jamais parfaits. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait. C'est le moyen d'aller vers une fin. Donc voilà. Alors on parlait d'imperfection aussi. Vous n'avez pas peur de parler de certaines grandes entreprises, souvent américaines, des multinationales aussi, parfois, qui sont parfois montrées du doigt pour leur impact sur la planète, pour les déséquilibres qu'elles créent. Je pense notamment à Airbnb, que vous citez dans votre livre. Vous préférez montrer leur côté positif avant tout? Mais je pense qu'il faut pas diaboliser, même si clairement il y a des entreprises qui sont quand même beaucoup plus à la ramasse que d'autres et d'autres beaucoup plus avancées que d'autres. C'est un fait. Mais pour autant, et c'est ce qu'on voit dans le questionnaire Bicorp d'ailleurs, le questionnaire Bicorp, vous avez 200 questions qui sont d'ailleurs en accès libre sur Internet, donc n'importe quelle entreprise. C'est gratuit. C'est gratuit, absolument, il faut quand même le dire, parce que c'est le seul au monde. Donc n'importe quelle entreprise peut faire son autodiagnostic sur ces sujets-là, avoir sa note, se comparer à d'autres de son secteur ou de son pays qui ont fait le même test. Mais ce qu'on voit, et vous avez une note sur 200 points, et il faut 80 points pour pouvoir prétendre entre guillemets à la certification. Vous pouvez très bien avoir plus de 80 et d'ailleurs choisir de ne pas la demander. Mais enfin, la majorité des boîtes qui font le questionnaire dans le monde, qui sont déjà des entreprises plutôt engagées sur les sujets socio-environnementaux, arrivent à une note de 52, je crois, de mémoire. Donc elles sont très en deçà. Ouais. Donc, et Patagonia, que moi je considère comme un leader quand même absolu sur ces sujets, n'est que, si je puis dire, à 152. Donc ils ont encore un quart du chemin à faire. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au fond, il n'y a que des entreprises en chemin, mais il y en a qui sont plus avancées que d'autres. Voilà. Et donc il y a des choses intéressantes, même dans des boîtes qui, par ailleurs, sont contestées. Je crois qu'Airbnb, l'exemple que je cite, c'est leur engagement sur les réfugiés, etc. Et je pense que, évidemment, les entreprises de l'ancienne économie ont vite fait de dire non, mais c'est la nouvelle économie qui est le problème, et nous, avant, on était top. Ben, évidemment que c'est pas aussi simple que ça. Je veux dire que Uber crée des emplois, donne des emplois à des jeunes qui n'en avaient pas, les sort du pied d'immeuble et leur donne un costume, une belle bagnole, et du coup, on leur dit bonjour monsieur. Enfin, donc, je crois, de mémoire, premier employeur dans les banlieues, j'avais lu ça en région parisienne. Évidemment, ça pose plein d'autres problèmes qui sont que c'est des emplois assez précaires au fond. L'auto-emploi, c'est pas la joie. Il n'y a pas d'avantages sociaux, il n'y a pas de retraite, etc. Si en plus on les a pas aidés à s'informer sur qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une retraite, cotiser, machin, il n'y a pas de syndicat. Enfin, il y a plein de sujets, mais au fond, il y a des choses positives et des choses qui vont pas, exactement comme sur l'ancienne économie. Et par ailleurs, la nouvelle économie n'a pas non plus l'apanage de la fraude fiscale, ou en tout cas de l'optimisation fiscale, puisque celle-là, elle est légale, la fraude, non. Je veux dire, les entreprises de l'ancienne économie font ça très bien aussi. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est effectivement de dire, et même les entreprises les plus proches de la perfection ou les plus avancés sur le chemin vers l'utopie, sont aussi, de manière intéressante, celles qui parlent le mieux de ce qu'elles font pas bien. Donc, si vous regardez des gens comme Patagonia et Veja, par exemple, ils sont aussi très loquaces, beaucoup plus que la moyenne des entreprises, sur les difficultés qu'ils rencontrent, les échecs, les dilemmes, etc. Vous avez une page sur le site Veja qui s'appelle « Les limites du projet », qui est assez clair, qui vous dit tout ce sur quoi Veja n'est pas à la hauteur de ce qu'elle voudrait être, y compris, et ça finit de mémoire, le dernier, ça commence par, je sais pas quoi, les lacets sont pas en coton bio, et ça finit par, on est quand même dans l'industrie de la mode qui essentiellement vend des baskets à des gens qui en ont déjà et qui n'ont pas besoin d'une paire en plus. Et donc, la capacité à parler de ce que vous faites pas bien, de là où vous échouez, des difficultés que vous rencontrez, d'une certaine façon, ça crédibilise tout le reste, en fait. Alors que le nombre de boîtes qui vous parlent que de ce qu'elles font bien, alors que c'est peanuts dans le modèle, la petite gamme verte qui représente 0,3% des ventes sur laquelle on en fait des caisses en relations presse, etc., ça marche plus, en fait. Donc, effectivement, c'est important de se dire, bah oui, il n'y a pas de boîte parfaite. Et l'idée, c'est pas de faire de l'eugénisme d'entreprise où il y aurait les boîtes parfaites et toutes les autres. C'est même celles qui sont les plus avancées
ont des trucs qui ne marchent pas, des trucs où elles échouent, des contradictions, des difficultés, etc. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'importance du wording. Il y a un discours qui monte un peu en ce moment, c'est celui de l'entreprise contributive, celui de l'entreprise qui a un rôle à jouer dans la résolution des problèmes de notre société, conséquence du désengagement de l'État, de l'évolution de la société, et puis aussi de l'engagement grandissant des citoyens. Est-ce qu'il vous plaît ce terme de l'entreprise contributive, et surtout, est-ce que c'est un discours qui peut faire mouche ? Oui, après, je pense qu'il y a plein de... le terme d'impact positif, vous êtes bien placé pour le savoir. Oui, c'est le nom du podcast. et aussi, moi, je préfère impact positif à contributif, que je trouve un peu trop complexe, en fait, pour être compris par les gens. Mais peu importe, j'ai envie de dire, l'essentiel, c'est que tout le monde s'approprie ces concepts-là. Et en fait, j'ai coutume de dire que dans l'évolution des sujets développement durable ou responsabilité sociale environnementale en entreprise, il y a eu en gros 3 temps. Il y a eu un premier temps avant le sommet de la Terre où les boîtes faisaient de la philanthropie, en gros. C'est-à-dire l'époque où Martine Aubry a créé la Fondation Agir contre l'exclusion en France. C'est-à-dire, on réalise qu'il y a des problèmes sociaux-environnementaux, c'est pourquoi Coluche avait créé les Restos du Cœur, etc., que les gouvernements n'arrivent pas à résoudre. Donc la société civile, associations et entreprises s'emparent du sujet et essaient de se mobiliser en mode un peu philanthropie pour ce qui concerne les entreprises. C'est-à-dire, elles créent des fondations. C'est-à-dire à côté du business. On gagne de l'argent, ça tombe bien, on en prend un peu ou beaucoup et on crée une fondation pour essayer de réparer les problèmes. Ça, c'est une approche et qui est toujours valable. Il se trouve que les boîtes les plus avancées sont encore les plus fortes dans cette approche-là. Patagonia a créé le mouvement 1% pour la planète qui donne 1% du chiffre d'affaires aux causes philanthropiques et ils sont largement au-dessus en niveau de contribution, parce qu'on parle de contributif, largement au-dessus de ce que donnent les entreprises en moyenne et en général. Je crois qu'en Angleterre, le club des entreprises mécènes les plus généreuses, c'est le 1% club, mais c'est 1% des profits, pas 1% du chiffre d'affaires, ça fait une grosse différence. Bref, donc philanthropie. Et puis comme c'était très à côté du business, évidemment, avec le sommet de la Terre à Rio, on a dit oui, mais bon, c'est quand même dans les activités que ça se joue. Donc les entreprises se sont engagées en gros dans ce qu'on appelle la RSE, que moi j'appelle la RSE 1.0, qui consiste en gros à pas changer votre modèle économique, pas changer votre offre, pas changer vraiment vos pratiques. En revanche, à essayer d'en minimiser les impacts négatifs. Avec l'idée, d'ailleurs, les anglo-saxons ont une expression qui est pas mal là-dessus, qui dit c'est pour la license to operate, conserver le droit d'exercer ses activités, sous-entendu sans les changer vraiment. Mais pour éviter d'avoir des crises des médias, cache investigation, des ONG, je sais pas quoi, on dit ah non mais regardez, on essaie quand même de minimiser. Donc oui, je produis des déchets, mais j'en recycle une partie. Ah oui, j'ai des risques de travail des enfants dans la chaîne des fournisseurs, mais j'essaie d'être plus responsable, d'une agriculture moins intensive, etc., etc. Il y a 15 ans, ça suffisait de faire ça pour être vu comme le meilleur de la classe. Aujourd'hui, ça suffit plus. Et c'est ça le point. C'est qu'en fait, être moins mauvais, finalement, ça suffit pas à être vu comme bon, logiquement. Quand une marque qui fait des capsules de café dit je recycle 40%, ou je crois que c'est 40% le chiffre, des capsules que je mets sur le marché, et je comprends pas parce que les consommateurs me disent pas merci et bravo. Ben non, parce qu'il reste, les consommateurs disent bah oui, mais il reste les 60%. Et en plus, non seulement il reste les 60%, mais et ça comment dire, invalide pas la noblesse des efforts que fait la marque en France pour le faire, parce que d'autres pays de la même marque le font pas. Ouais. Donc c'est vrai que c'est compliqué, et c'est compliqué à mettre en place, etc. Pour autant, entre-temps, elle a entraîné tout le marché vers les capsules. Donc non seulement elle ne compense pas complètement tout son impact à elle, mais en plus, il faudrait presque qu'elle compense l'influence culturelle qu'elle a eu sur les autres. Sur le marché. Donc évidemment, les gens disent bah oui, c'est normal que tu le fasses en fait. Je vais pas te dire merci. C'est la moindre des choses. Donc, la minimisation des impacts négatifs, c'est la moindre des choses. Et ça a changé clairement aussi parce que la maturité des consommateurs, de la compréhension des sujets, et puis une meilleure vision du fait que ces efforts-là, ils résolvent pas les problèmes quand même. Donc, effectivement, aujourd'hui, on évolue vers ce que moi j'appelle la RSE 2.0, qui est une vision moins less bad, minimisation des impacts négatif, et plus comment j'utilise en plus de ça. Ça veut pas dire qu'il faut plus faire le less bad. De toute façon, ça, avec le digital, Yuka, etc., vous êtes obligé de le faire, sinon on va vous le reprocher et ça marchera pas. C'est devenu un attendu, un truc, une pratique de base. Et ben par contre, ce qu'on va attendre en plus, c'est que l'entreprise utilise, et plus elle est grosse, plus elle a de l'influence, plus un peu comme dans la citation de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, on va lui demander d'utiliser cette influence sur les consommateurs, sur les écosystèmes, etc., sur les modes de vie, et pour
essayait d'avoir un impact positif, c'est-à-dire de plus être dans la minimisation des problèmes qu'elle-même génère, mais dans la résolution de problèmes qui se posent, qui sont les problèmes sociaux, environnementaux urgents de notre époque. Avec une RSE intégrée surtout Exactement, à la mais ça remplace pas l'ère d'avant. En fait, c'est des couches qui, si je puis dire, s'empilent. Et évidemment que les leaders de ces approches font tout. Je veux dire, elles font à nouveau Patagonia, très très avancés en philanthropie, très bons sur la maîtrise des impacts négatifs et en plus essayant d'avoir un impact positif sur son industrie, sur les consommateurs avec l'idée de réparer, etc. Ça, ce serait l'entreprise parfaite alors, celle que... Voilà. En marche vers la perfection. Exact. Elisabeth Laville, je me termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview, c'est l'interview Déclic et c'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière ? Sois patiente, ça va prendre du temps. Vous vouliez aller trop vite? Non, mais parce que j'ai un tempérament impatient en même temps. Mais à la fois, je sais pas, en fait, j'aurais pas imaginé 27 ans plus tard faire juste la même chose. En même temps, je me projetais pas trop non plus. Finalement, on pourrait dire, tu fais toujours la même chose depuis 27 ans, ça va pas trop marcher. Et en fait, si, parce qu'à l'époque, personne n'en parlait, c'était un non-sujet. Aujourd'hui, c'est le sujet sur lequel bossent toutes les entreprises. Mais probablement, j'avais pas forcément conscience, en vrai, que ça prendrait autant de temps. Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir? Ah ben je l'ai eu, c'était Anita Roddick, c'est bien, ça c'est fait. Elle vous a accompagné, elle vous a... Oui, déjà son exemple était hyper inspirant et justement d'ailleurs sur le fait qu'il faut être à la fois très impatient et en même temps pragmatiquement patient parce que ça se passe pas. Mais le fait de quand même ne pas accepter que ça se passe pas plus vite, ça reste une bonne chose et c'est une source d'énergie. Non, et elle nous a marrainée, entre guillemets, au début, hyper soutenue quand elle était là. Et globalement, son exemple reste hyper inspirant. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si? Je pense si j'avais pas rencontré Catherine avec qui j'ai créé Utopie, parce qu'en fait, je pense toute seule, je l'aurais pas forcément fait en fait. Le pas de côté que ça représente par rapport à espèce de plan de carrière pour lequel vos parents prient et consacrent une partie d'efforts financiers, de ressources en temps, etc. Qui est on lui fait faire une prépa, puis des bonnes études pour qu'elle ait un chemin à peu près sécurisé. Et puis hop, c'est un gros pas de côté quand même. Oui, c'est un gros pas de côté parce que je bossais depuis 5 ans après HEC et je suis repassée à un salaire au SMIC que j'avais même pas eu en tant que jeune diplômée en fait, en bossant chez soi, etc., avec zéro garantie sur quoi que ce soit. Et je pense que toute seule, j'aurais pas fait ce pas. Ouais. Votre plus bel échec? Finalement, l'échec, c'est d'avoir pas réussi plus vite à faire que le sujet émerge. Parce qu'il y a quand même... Vous avez été patiente quelque part. Oui, non, mais en fait, je suis très impatiente et finalement assez patiente. En tout cas, assez résiliente au fait que ça se passe pas toujours aussi vite que ce que je voudrais. Non, il y a les échecs, il y en a plein aussi, des micro-échecs dans le fait que parfois, on part avec un client sur un projet, on se dit « Ah, c'est génial, ils veulent vraiment changer les choses. » Puis en fait, ça se passe pas pour des raisons politiques. J'ai beaucoup de mal à être indulgente avec les raisons politiques de pas avancer, en fait. Et en même temps... avec l'âge vient une forme de sagesse qui fait que quand c'est pas le moment, ça se passe pas en fait dans les boîtes. Et des fois, c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on se dit ah non mais là c'est sûr ça va bouger et ça se passe pas. Mais c'était pas le moment et parfois c'est le moment 3 ans après, 4 ans après, etc. Une qualité essentielle pour entreprendre? La persévérance. Ouais, quand même. La persévérance, pas forcément s'entêter dans des erreurs, parce que je vois bien, il peut y avoir probablement un côté négatif à ça. Mais oui, quand même, se dire que ça va prendre du temps. De faire changer les choses, ça va prendre du temps de toute façon. Un conseil que vous donnez tout le temps? Un conseil que je donne tout le temps, de ne pas respecter les règles, surtout quand elles ne vous semblent pas bonnes. Suivre son instinct. Je ne parle pas de la loi, je parle des règles. On vous dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Une entreprise, ça se fait comme ci, ça se fait comme ça. Moi, je me souviens, quand j'ai créé Utopie, les gens disaient, mais tu n'as jamais fait de conseil, tu ne connais rien à l'environnement. Oui, c'est... Le temps est un bien précieux. Quand vous en avez un petit peu, qu'est-ce que vous faites? Déjà, j'en ai pas beaucoup. En fait, ça dépend des saisons. Parce qu'en été, je fais pas mal de sport nautique. Donc, ce qui est y compris à Paris, sur la Seine, etc. Ce qui est une bonne façon de reprendre une forme de contact avec la nature.
j'essaie de lire. Alors maintenant, je trimballe avec moi des livres sur mon iPhone. Avant, je les trimballais physiquement, ce qui est assez lourd. C'est pas bon pour le dos. Mais voilà, ouais, j'essaie de lire en hiver, on va dire. Je lis en hiver, c'est un peu plus en mode cocooning et puis un peu plus de sport et de nature en été. Ouais. Que dites-vous à ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment ? Il faut s'écouter beaucoup, en fait. C'est ce que j'essaie de dire à ma fille aussi, parce qu'évidemment, dans ce que je fais de mon temps, il y a aussi le temps que je passe avec mes proches, mais c'est pas évident, en fait, de trouver sa voie. C'est pour ça que je disais, moi, si j'avais pas rencontré Catherine et que elle m'avait pas dit, elle venait de partir de son boulot, elle m'a dit, je vais créer une boîte, et j'ai dit, on le fait ensemble. Et je pense que j'aurais pas fait ce mouvement-là toute seule. Donc, s'écouter, et puis écouter les gens autour de soi aussi, parce que du coup, les opportunités passent, et vous pouvez ne pas les voir si vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui se passe quand même. Ouais. Merci beaucoup Elisabeth Laville. Où peut-on prendre des nouvelles d'Utopie, de tous vos projets ? Sur le site réseaux utopie.com. sociaux, vous êtes très présente, et puis utopie.com, et on peut lire effectivement tous les travaux que vous réalisez avec votre think tank. Merci beaucoup Elisabeth Laville, merci et bonne route à vous. Super, merci. C'est bon, c'est bon, ça va. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage, à David Führer pour la prise de son, à Julien Laurent pour la production. J'attends vos commentaires et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à nous noter et à partager cette interview si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur Instagram impactpositif.podcast ou sur notre compte Twitter @ipositif au pluriel ou encore sur le mien @Sylvia Amicone pour toutes les infos. À très vite pour un nouvel épisode.